Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Derrière le .fr. Faut-il héberger ces données chez soi ? C'est la question que nous allons nous poser dans cet épisode à l'heure où la confidentialité et la protection des données est un sujet d'inquiétude pour de nombreuses entreprises, une inquiétude légitime. Est-ce qu'il faut confier ces données chez un fournisseur de services tiers ? Cloud ou les héberger directement chez soi? C'est la question que l'on va évoquer aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Derrière le .fr et je vous propose d'analyser les enjeux à la fois techniques, économiques, environnementaux, légaux de l'hébergement des données sans oublier la question de la souveraineté numérique qui est importante. Alors que signifie concrètement sauvegarder ces données chez soi ? Quelles compétences sont nécessaires pour sécuriser une solution locale ? Comment cela se compare par rapport aux offres de cloud ? Et bien entendu, quels sont les aspects économiques et environnementaux à prendre en compte ? Alors pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Virginie Navaille. Bonjour Virginie. Bonjour. Virginie, vous êtes responsable des démarches transversales RSE, c'est bien ça ? Tout à fait. Et Régis Massé, directeur des systèmes d'information et directeur technique de l'AFNIC. Bonjour David. On a déjà eu le plaisir d'échanger ensemble lors d'un précédent podcast. On va découvrir notamment les raisons pour lesquelles l'AFNIC, l'acteur clé de l'écosystème numérique français et de la gestion et protection des noms de domaine en .fr, a décidé d'héberger ces données en France sur ses propres infrastructures. Alors on y va, c'est parti, bonne écoute. Pour démarrer cet entretien, Régis, j'aimerais qu'on définisse un petit peu les choses. Quelle est la différence entre un stockage en data center et en cloud ? Qu'on comprenne bien. C'est assez simple. L'idée de ce qu'on appelle le on-premise, c'est-à-dire avoir chez soi, ça peut être dans sa salle machine si on est une très grande entreprise ou dans un data center. Nous, à l'AFNIC, on est trop petit, on est 90 personnes. On va pas avoir une salle machine, une salle blanche comme peuvent avoir les data centers. Donc, on loue en fait des baies informatiques. Mais c'est chez vous. Vous êtes locataire de ça, mais c'est chez vous. Oui, parce qu'en fait, on les a loués avec ce qu'on appelle une cage privative qui fait que seules les équipes de l'AFNIC et les équipes du data center ont le droit d'entrer dans cette cage pour avoir accès aux infrastructures. Donc ça, c'est vraiment un volet de sécurité. A contrario, le cloud, c'est je demande à un prestataire en fait d'héberger mes données, d'héberger mes serveurs, et c'est eux qui gèrent eux-mêmes leur data center ou ont des prestataires qui gèrent ces infrastructures. Mais je ne suis pas moi en relation contractuelle avec l'hébergeur de la solution. Alors, on l'a compris, vous avez fait le choix d'héberger vos données dans un data center, donc chez vous. Pourquoi ce choix, Régis ? Eh bien, en fait, on a fait le choix d'héberger nos infrastructures et donc nos données dans des data centers qui sont en France, un dans la région parisienne et un autre dans les Bouches-du-Rhône, de manière à pouvoir les écarter en termes de plan de reprise d'activité et d'avoir dans ces data centers la location de caches privatives sur lesquelles on a nos infrastructures, nos baies informatiques, nos serveurs et donc le stockage de nos données. Il y a deux types de données que l'on gère à l'AFNIC. On va gérer la base de données du .fr et des extensions que l'on gère. Et cette base de données, il faut rappeler qu'elle ne nous appartient pas. C'est un actif de l'État qui nous donne en tant que concession de service public la possibilité de pouvoir gérer ces noms de domaine en .fr. Oui. Donc comme ce n'est pas quelque chose qui nous appartient, l'État souhaite et nous demande de gérer nous-mêmes la base de données et de gérer donc ces données en France dans des data centers. Et puis il y a également des données pour le travail quotidien, je dirais, des collaborateurs. Donc là, c'est sur des serveurs de fichiers classiques, mais on gère également, on a pris le parti de gérer nous-mêmes les infrastructures qui hébergent ces données. Bon, tant qu'à faire, une fois qu'on a ouvert la porte à l'hébergement chez soi, on le fait pour tout, en fait. Concrètement, quelle sécurité apporte cette solution par rapport à un cloud ? L'idée pour nous, en fait, c'est d'avoir la maîtrise complète et le contrôle complet de nos infrastructures, systèmes et de stockage, mais également les infrastructures réseau. Donc, même si aujourd'hui le cloud est sécurisé, les solutions de cloud apportent énormément de choses, on a une maîtrise aujourd'hui et une souveraineté, je veux dire, de pouvoir avoir nous-mêmes la gestion et l'emplacement des infrastructures qui contiennent les données. Ouais. Et est-ce qu'il y a un sujet de pouvoir s'assurer que c'est toujours accessible 24 heures sur 24, que vous êtes maître des moments de maintenance ? J'imagine il y a un sujet de continuité qui est stratégique et même économique, hein. Si les sites internet tombent, et ben du coup l'économie française a du plomb dans l'aile. C'est ça. Au-delà des sites internet, le fait que le DNS ou que les noms de domaine en .fr ne répondent plus ferait que l'ensemble des services qui sont les services internet liés à ces noms de domaine en .fr ne fonctionnent pas. Il n'y a pas forcément que des sites web. Il y a aussi toutes les adresses de messagerie. Il y a aussi tous les transferts de fichiers potentiels. Du coup, mes équipes techniques au niveau de la DSI ont un rôle pour certains d'astreinte 24/7. Et le fait qu'on maîtrise nous-mêmes d'une part les technologies d'infrastructure et que l'on puisse intervenir directement sur nos infrastructures, sur nos serveurs, sur nos équipements, assure une
haute résilience de ces infrastructures. Alors on dit que c'est chez vous. Là, on est actuellement dans les locaux de l'AFNIC, mais les données ne sont pas ici. Non, du tout. D'ailleurs, c'est un changement. Elles étaient à l'époque dans les anciens bureaux dans une salle du siège de l'AFNIC et il y a eu une évolution par rapport à ça. Oui, alors ça, c'est assez simple. Ça fait quelques fois que l'on change d'emplacement et là, on vient d'acheter un bâtiment, mais on a pris la décision avec mon responsable IT de ne plus avoir d'hébergement d'infrastructures importantes dans les locaux de Saint-Quentin. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une salle machine que l'on gère soi-même dans son bâtiment ne peut pas être à la hauteur ni de résilience, ni de sécurité, ni de protection que l'on peut avoir dans des data centers dignes de ce nom. Et c'est pour ça qu'on a décidé en fait d'avoir les infrastructures de production dans des data centers et non plus au siège. Alors les clouds ont également des données dans des data centers. J'imagine qu'ils travaillent très fort les sujets de sécurité. Finalement, pour quel type de données est-ce pertinent de les mettre dans des clouds, dans des hébergements tiers ? Parce que c'est aussi une solution viable. Oui, alors effectivement, les solutions de cloud aujourd'hui apportent des solutions très sécurisées également. Je ne dis pas que seules les infrastructures opérées par l'AFNIC sont suffisamment sécurisées pour respecter ce que l'on a. Les solutions de cloud offrent des certifications diverses. On va aller de données financières, des données de santé. Il y a des certifications officielles pour ce genre de choses. Nous, l'idée, c'est que c'est un métier un peu particulier. Le DNS, c'est justement ces noms de domaine. Alors oui, on va rappeler ce que c'est que le DNS. Effectivement, le DNS, c'est la possibilité de pouvoir traduire pour un humain et pour une machine un nom de domaine, par exemple afnic.fr, et de pouvoir tout de suite avoir derrière l'accès à la ressource, le site web ou le serveur de messagerie qui est associé à cette chose-là. Et donc, c'est un métier de niche très particulier. On est le seul acteur en France à gérer le .fr. On est une concession de service public choisie par l'État. Et même si les opérateurs de cloud aujourd'hui peuvent assurer de la sécurité et restent à haut niveau de disponibilité des données, bien évidemment, nous, ce que l'on cherche d'abord, c'est une assurance de localisation en France sur le territoire et ne pas être dépendant d'un tiers complémentaire. Le tiers, c'est notre data center que l'on choisit sur appel d'offres, mais on ne peut pas être dépendant d'acteurs qui pourraient déployer nos infrastructures en Europe ou dans le monde. Quels sont les différents coûts ? C'est aussi un peu ça, le nerf de la guerre, finalement, de ces différents types d'hébergements. Régis, puis après peut-être Virginie, sur les différents frais de prestataires et les impacts par rapport à l'environnement. En termes de coûts, c'est assez compliqué parce que on pourrait se dire au départ, en regardant le sujet un peu rapidement, que acheter du matériel, louer des baies dans un data center peut avoir un certain coût. D'ailleurs, ce sont des immobilisations, donc ce sont des amortissements à longue échelle. Et dans un cloud, souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on achète au besoin. C'est-à-dire qu'on va commander des serveurs, on va acheter en fonction de l'utilisation. Ce qui se passe, c'est que en termes de coûts à plus long terme, nous, on amortit par exemple toutes nos infrastructures, nos équipements sur 7 ans. Et donc, on a une assurance de stabilité de ce coût que l'on a acheté sur 7 ans. Moi, je ne sais pas dire aujourd'hui quel sera le business model d'un acteur de cloud dans 7 ans. Est-ce que son prix aura complètement explosé ? On le voit actuellement avec des éditeurs qui se rachètent les uns les autres. J'ai des coûts de licence, par exemple, qui sont en train d'augmenter fortement. Je ne donnerai pas de nom là à l'antenne, mais j'ai des éditeurs qui ont été rachetés par d'autres acteurs américains et j'ai un facteur 2, voire 3 sur certains coûts de licence. Le fait d'acheter nous-mêmes et d'amortir nos infrastructures et nos équipements et nos hébergements en data center me permet de garantir sur un certain nombre d'années une stabilité financière. Et puis il y a un impact environnemental. Vous comparez, vous Virginie, le coût, les frais avec l'environnement, les deux sont liés pour vous ? Oui, c'est totalement lié. Moi, je vois un avantage justement au fait d'acquérir nos machines et de les garder pendant 7 ans. On sait maintenant, on a tous entendu les chiffres, que le gros de l'impact environnemental des matériels, c'est leur fabrication, environ 80%. Donc voilà, nous, de garder 7 ans nos machines, ça permet de réduire cet impact environnemental au global. C'est d'ailleurs maintenant une des bonnes pratiques de numérique responsable. On nous dit gardez vos appareils plus longtemps. Pareil, le smartphone, on nous dit faut pas changer tous les ans, faut le garder 5 ans. Donc ça a aussi un impact sur le bilan carbone de l'AFNIC. C'est-à-dire que vous les maintenez, oui, vos outils, vos serveurs pour qu'ils durent le plus longtemps possible, en fait, c'est ça. Voilà, le plus longtemps possible pour réduire l'impact et en acheter le moins régulièrement possible. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des projets qui se prêtent quand même plus au cloud ? Là, on parle de données éminemment stratégiques, celles des DNS, comme vous venez de l'évoquer, Régis. Moi, personnellement, j'ai une petite entreprise et j'imagine que toutes les personnes qui nous écoutent n'ont pas des données aussi importantes que celles qui sont stockées par l'AFNIC, alors qu'on se dit, est-ce qu'on peut quand même les mettre sur le cloud ? Bien sûr. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que le on-premise, donc c'est-à-dire le stockage chez soi qui compte. Typiquement, à l'AFNIC, on a pris la décision de gérer les données du .fr
dans nos infrastructures avec les équipes, et je reparlerai de mes équipes un peu plus tard. 40 personnes, je crois. C'est ça, je vais reparler un peu de mes équipes derrière, mais pour répondre à la question, il y a un ensemble de services que l'on a pris en SaaS, c'est-à-dire que des choses qui ne sont pas de notre cœur métier, les données de la SIRH par exemple, notre système de gestion de comptabilité, ce sont des services en SaaS, et donc les données sont bien hébergées dans du cloud, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de valeur ajoutée, enfin mes équipes ça nous rassure quand même, parce que du coup on se dit, bon, moi qui les mettais dans le cloud, ok, on n'est pas complètement dans le mal. Non, une fois de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, les services de sécurité et les hauts niveaux de sécurité d'exigence des clouds, aujourd'hui, que ce soit des clouds souverains ou des clouds publics, voire du hybride, les différents modèles cloud ont des certifications qui montent à très haut niveau de sécurité. Nous, notre choix, il n'est pas que sur la sécurité, il est aussi la possibilité de gérer de A à Z nos infrastructures. Sur 90 personnes à la FNIC, ma DSI, c'est 40 personnes. Moi, je compte sur l'humain. Et j'ai encore la chance aujourd'hui de pouvoir apporter à mes équipes la possibilité d'être là sur tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être comme dans d'autres entreprises où les équipes IT, par exemple, utilisent des services de cloud, font du provisioning de machines en appuyant sur des boutons, sur des interfaces web en disant j'ai besoin d'un serveur qui fait ça, je clique. Nous, on a la possibilité, et c'est d'une part de la motivation des équipes et c'est de l'employabilité. J'ai des gens qui sont très techniques et sur lesquels on les forme, on les habitue à travailler sur tous les maillons de la chaîne et ils ne sont pas juste qu'une partie de cette chose-là. Alors si je suis DSI, que j'ai envie de localiser mes données, peut-être pas chez moi au siège, mais dans un data center qui m'appartient, il faut que je m'apprête à recruter 40 personnes? Non, 40 personnes, c'est la DSI, mais l'équipe IT, c'est 15 personnes aujourd'hui. D'accord. Puisque j'ai des équipes de développement logiciel et puis j'ai des équipes d'intégration continue, de testing, tout le monde n'est pas etc. sur le stockage. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, tout le monde n'est pas sur le stockage dans le sens où, dans mon équipe IT de 15 personnes, il y a des gens spécialistes réseau, il y a des gens spécialistes des systèmes, il y a donc des combien gens... de personnes en gros il faut pour... Sur le stockage, il faut quelqu'un qui maîtrise effectivement la notion de stockage. Donc c'est souvent 1 ou 2 personnes sur le système, puisque en fait on va utiliser alors je vais essayer de pas utiliser trop d'acronymes, mais des serveurs de NAS. Il y a des experts qui nous écoutent, tant qu'on les explique, ça va. D'utiliser des NAS, d'utiliser des bases de données, forcément. Donc, il me faut un DBA, enfin, un expert base de données. Il me faut au moins un expert sur les systèmes de stockage. Donc, c'est une demi-douzaine de personnes quand même. Et après, il me faut des gens aussi pour la sauvegarde. Parce que ça, c'est un point également. L'idée, c'est pas juste se dire les données sont quelque part dans un cloud ou sont chez nous. Mais en plus, si elles sont chez nous, c'est à nous d'assurer la sauvegarde. Ce qui peut, pour une petite entreprise comme la vôtre, David, avoir un sens parce que une petite entreprise peut se dire, mais non, mais moi, j'ai pas envie de gérer un plan de continuité d'activité. J'ai pas envie j'ai envie de déléguer ça complètement, je suis d'accord. Et vous avez raison. Ouais. Et j'aurais tendance à dire, vous avez raison de par votre activité. Nous, la nôtre, c'est de dire, OK, si je commence à externaliser plein de choses, pourquoi l'État nous choisirait dans un prochain appel d'offres? Et là, j'ai un risque. Voilà la question. Vous parlez de l'État, j'ai envie qu'on prenne un peu de hauteur, on parle un peu stratégie. Est-ce que vous sentez une vague de protectionnisme avec un souhait de vraiment avoir des données françaises en France? Est-ce que ça pousse de plus en plus, Régis? Ça, c'est très clair. La géopolitique actuelle et le problème que l'on voit, on ne fait plus confiance aux données hébergées à l'étranger. C'est pas qu'on ne fait pas confiance, mais aujourd'hui, regardez, il y a des caps sous-marins qui sont coupés. Il y a des États qui sont en guerre les uns contre les autres. On commence à parler de fragmentation et de fracture de l'Internet. Il y a beaucoup de sujets géopolitiques qui dépassent le cadre d'une DSI, mais qui, sur la gouvernance de l'Internet, font que, oui, sur les données sensibles, on va essayer de faire alors, protectionnisme, c'est peut-être un mot fort, mais au moins de se dire, on va essayer d'en garder une maîtrise. Et garder une maîtrise, au niveau géographique, c'est déjà une chose importante, même si aujourd'hui, par exemple, des appels d'offres sont européens et non plus juste français. Mais de se dire, OK, si on est en Europe déjà, ça va. Maintenant que mes données, elles partent aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Inde, je ne sais pas dans quel pays, avec les évolutions politiques que l'on peut avoir, oui, sur des données sensibles, il faut lui faire attention. Virginie? Et c'est aussi pertinent sur l'aspect de la responsabilité sociétale, parce que souvent on voit juste le prisme un peu environnemental, mais si on regarde la norme ISO 26000, qui est la norme internationale sur la responsabilité sociétale, il y a des domaines d'action très précis, dont 2, accès aux services essentiels et protection des données. Donc c'est tout à fait pertinent aussi de ce point de vue-là. Et puis au niveau européen, on a une réglementation, donc comme le disait Régis, le périmètre peut rester européen. Après, au-delà, ça devient un peu plus compliqué ou moins maîtrisable. Donc voilà, c'est quand même assez important de garder ça en vue. En termes d'empreinte environnementale, est-ce qu'il y a des grandes différences entre ces opérateurs et une solution locale chez soi? J'imagine comme ça que lorsque on mutualise avec des opérateurs, il y a des effets où on mutualise des choses et l'empreinte est peut-être moins importante, mais peut-être que je me trompe, dites-moi. Il y a 2 choses. Le grand enjeu dans le numérique, c'est la maîtrise des données et vraiment de mesurer l'impact.
Donc, il y a quelques années, le cloud, ça paraissait un petit peu la solution miracle. Faut dire que la représentation un petit peu marketing du petit nuage ne nous aidait pas, ça avait pas d'impact. Clairement, le cloud, les données, elles sont stockées, traitées dans des data centers sur des infrastructures physiques, comme on peut avoir, nous, quand on choisit une solution souveraine en interne. Donc, en fait, c'est la même chose. C'était juste une histoire de mesure de l'impact du cloud qui paraissait à l'époque moins important que celui d'infrastructure physique. J'ai moi-même cette idée reçue que vous allez casser tout de suite, j'ai l'impression. Oui, voilà, parce que maintenant on commence à mesurer. Il y a une étude qui est menée depuis plusieurs années par l'ARCEP et l'ADEME sur l'impact environnemental du numérique qui nous montre bien. Et d'ailleurs, les acteurs du cloud se prêtent à cette étude maintenant. On voit bien que c'est à peu près similaire. L'enjeu est vraiment de regarder avec qui on travaille, que ce soit une solution de cloud ou une solution comme nous, on choisit à l'AFNIC avec Régis. On met des critères environnementaux aux partenaires. Il y a une réglementation, on en est ravis, qui se met en place en France, en Europe, sur l'impact environnemental du numérique. Donc, il y a des acteurs de cloud qui sont juste conformes à la réglementation. Il y en a qui ont des politiques plus volontaristes. Donc ça, on les connaît, ils sont en général assez prompts pour communiquer quand ils en ont. Nous, par rapport à nos choix, on choisit pour la sécurité, pour un niveau technique, et on met beaucoup de critères aussi de choix environnementaux et RSE, c'est-à-dire aussi sociaux. Et donc vous arrivez à les mesurer quand même si c'est pas vos opérateurs, vous avez quand même des leviers. Oui. Peut-être qu'il y a des opérateurs externes qui savent auditer, qui savent donner des bonnes notes ou des mauvaises notes à certains opérateurs. Oui, au niveau environnemental, tous nos data centers et même d'autres acteurs ont nous on choisit des data centers de certification, soit de sécurité, environnementale, de gestion de l'énergie. Voilà, il y a vraiment tout un éventail de certifications qui donnent des garanties chez les uns et chez les autres. Et chez vous, vous avez mesuré l'impact parce que c'est bien de regarder chez les autres, mais c'est bien de regarder chez soi aussi. Oui, donc nous, à l'AFNIC, on est vraiment un acteur du numérique qui est pionnier sur la question du développement durable. On fait un bilan carbone de manière volontaire. On n'est pas du tout soumis à l'obligation, mais depuis 2012. Okay. Et on le fait de manière annuelle. Parce que c'est vrai que les déréglementations, c'est par exemple tous les 3 ans. Donc, nous, on est vraiment très proactifs sur le sujet. On mesure, même dans les data centers qui sont des vrais partenaires pour nous, qu'on choisit pour de bonnes raisons. On mesure notre consommation dans ces data centers. On les challenge pas mal. Et on fait beaucoup de pédagogie auprès de nos partenaires, notre écosystème, pour essayer de les embarquer dans cette vague de vous aussi, acteurs du numérique. Soyez conscients de votre impact et essayez de progresser sur ces sujets. Une question à tous les deux, en quoi le .fr peut participer à avoir des stockages plus vertueux et à ancrer une notion de souveraineté dans la gestion des données, Régis ? Alors, la souveraineté sur le .fr, c'est une ressource nationale, puisque c'est vraiment quelque chose qui, je vous le disais, appartient à l'État français. Donc, l'idée de souveraineté, d'avoir une information capitale et un actif capital de l'État français dans une infrastructure de stockage en France, il y a cette notion de souveraineté, ça c'est très clair. On a une idée d'approche globale là-dessus, c'est-à-dire qu'on a des critères de sécurité, on a des critères environnementaux, on a des critères de protection des données, et on en est responsable. C'est-à-dire que, en tant que concession de service public, on nous donne responsable de cet actif, de cette base de données. Et du coup, sans s'entendre responsable, on met tout en place pour la protéger et la faire fonctionner le mieux possible. Virginie ? C'est vraiment une approche globale. Nous, on a un système de management de la responsabilité sociétale basé sur la norme ISO 26000 qui a tous ces aspects donc humains, environnementaux, de protection des données, d'accès aux services essentiels, de développement de la technologie. C'est vrai que quand on parle responsabilité sociétale, souvent on pense juste au volet un peu environnemental, on va dire développement durable, mais c'est beaucoup plus large que ça. L'approche doit être vraiment globale et proactive. Avant de terminer, j'aimerais vous poser la dernière question, une question à tous les deux. Comment chacun des modèles réussit ou tente-t-il de convaincre ses détracteurs, Régis, sur la partie technique, sécuritaire, par exemple ? Alors, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas une solution qui est bien, une solution qui est mauvaise. Je vais passer pour Astérix dans son village gaulois, mais c'est vrai que nous, on a fait le choix, en fait, d'héberger nous-mêmes nos données et nos infrastructures parce que on a vraiment voulu axer autour des thèmes de la sécurité, du contrôle et de la performance. Même si des solutions de cloud aujourd'hui diront, dans les détracteurs, mais nous aussi, on est performant, mais nous, on dit on est sécurisé. Et puis, ils progressent, j'imagine. Et bien évidemment, il y a même des certifications nouvelles qui sortent tous les ans pour aller plus loin dessus. Ce que je veux vraiment et auquel je tiens, c'est que mes équipes puissent rapidement avoir la main sur les infrastructures, qu'on n'ait pas à appeler une hotline d'un hébergeur de cloud qui est peut-être même pas en Europe et qui est une hotline quelque part dans le monde, de pouvoir agir. Quels sont les progrès qu'ils font ?
ces opérateurs cloud? Ils sont de plus en plus sécurisés, ils font évoluer leur réseau, ils font évoluer leurs normes de sécurité. Ils ont un ensemble de normalisation très large pour pouvoir stocker des données de différents ordres, financières, santé, etc. Et puis, ils ont des grandes innovations. Je crois qu'on peut avoir maintenant des mini-clouds chez soi. C'est ça. Alors, l'hébergeur de cloud, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer des choses et l'hybride, c'est-à-dire avoir finalement un cloud d'une entreprise chez soi, des gens commencent à le proposer. Là, il y avait cette semaine, par exemple, l'OVH Summit, la réunion annuelle d'OVH pour ses clients. J'ai pas pu y participer, mais j'ai vu Octave Klaba publier sur LinkedIn une information en quoi on peut avoir maintenant une baie, une espèce de baie qu'il appelle le cloud on-premise. C'est assez drôle. C'est grosso modo une baie qui serait gérée par eux, mais qui serait dans vos infrastructures. Mais par contre, à l'inverse quand même, parce que je sors peut-être de mon village gaulois, mais on regarde quand même en termes d'innovation. À l'AFNIC, on a une équipe de R&D et ces gens-là, pour faire de l'innovation, ils ont besoin de flexibilité. C'est-à-dire que si je commence à dire, OK, il faut que je vois mon équipe réseau, mon équipe serveur, mon équipe système pour vous mettre une machine à disposition pour un test que vous avez besoin de faire aujourd'hui pour demain, ça va être compliqué. Il faut se rappeler quand même que la concession de service public, donc cette AFNIC, dans laquelle nous travaillons, elle est suivie de près par l'ANSSI. On est certifié ISO 27001, mais on est surtout opérateur de services essentiels de par la directive Nice. Pour toutes ces infrastructures critiques, on souhaite et on veut vraiment en avoir la maîtrise et donc la gérer nous-mêmes. Mais pour ne pas bloquer les développements et les travaux de la R&D, par exemple. Parfois, vous prenez un cloud, ça va plus vite. Bien sûr, là, on va prendre... Là, c'est quasi immédiat, en fait. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que les personnes de la R&D vont pouvoir paramétrer, vont pouvoir commander une machine qu'ils auront dans la demi-heure ou dans l'heure et pouvoir faire des tests et faire des travaux d'innovation. Et dans un monde qui évolue beaucoup, on a besoin de grande flexibilité. Donc, c'est ce qu'apporte le cloud en l'occurrence. Je ne veux surtout pas bloquer et freiner l'équipe R&D chez nous. Ah non, il serait fâché. D'un point de vue environnemental, Virginie, quelles sont les évolutions que font les uns et les autres, les clouds peut-être? Il y a beaucoup d'évolutions. Une solution n'est pas meilleure que l'autre. Moi, le mois dernier, j'étais au Green Tech Forum, qui est un événement annuel. Donc, c'était la 4e édition. Et on a vu une présence de plus en plus importante d'acteurs du cloud. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un modèle qui émerge, dont on parle de plus en plus, c'est le cloud hybride. Puisqu'en fait, c'est tirer le meilleur parti des deux mondes. Avoir quelque chose de cloud que l'on peut avoir chez soi. Nous, on est vraiment, comme je disais, sur du on-premise parce que... Vous, c'est village gaulois. Hein. Oui. Pour l'instant, je n'ai pas ouvert les barrières du village. On rentre pas. Okay. On ne rentrera pas sur une certaine partie. Mais si c'était pas des données aussi stratégiques et souveraines, on pourrait aller sur du cloud hybride. Et pour compléter, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, j'ai même une des parties de nos solutions métiers que l'on est en train d'envisager à les faire tourner sur du cloud au cas où certains clients, pour d'autres extensions, alors on gère le .fr, mais on gère d'autres extensions comme le .Paris, le .Alsace, etc. Et imaginons que ces acteurs-là demandent que ce soit dans leurs infrastructures ou dans du cloud, il faut que nos solutions puissent le proposer. Et donc, on a fait les tests qui permettaient, on a les solutions techniques et on a fait les tests concluants qui permettent d'aller vers ça si un jour on nous le demande. Merci beaucoup pour ces éléments, pour cet échange passionnant. J'imagine que celles et ceux qui ne connaissent pas encore le sujet ont des clés maintenant pour réfléchir, pour que chacun puisse prendre la bonne décision. À très bientôt sur le podcast Derrière le .fr.